Il m'a dit « Laisse-moi te faire l'amour ou je te tue ». C'était un violeur en série très dangereux, même s'il était beau et qu'il venait d'une bonne famille. Un sportif populaire d'une ville huppée du Connecticut est accusé de plusieurs crimes violents. Toutes les mères espéraient que leur fille sorte avec lui. Cette histoire était du pain béni pour les médias. Tout le monde espère voir le suspect derrière les barreaux. Mais il en va autrement. Il s'est dit que ses parents étaient prêts à tout pour le protéger. Où était-il? Personne ne le savait. Ça semblait incroyable qu'un ado d'une banlieue aisée puisse échapper au FBI et à Interpol pendant 8 ans. Jason Bourne, d'accord, mais pas quelqu'un de Darien. Pour Vanity Fair, la journaliste Jeanette Conant a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « La star du lycée ». Le voici en images. Darien, dans le Connecticut, est un havre de paix situé à 60 km à l'est de New York. Darien est une banlieue résidentielle sans histoire. On y trouve de grandes demeures avec de belles pelouses. Darien est une ville qui prête attention à son image, avec de jolis noms de rues comme Hummingbird Lane et Berry Point. De l'extérieur, tout semblait parfait. Personne n'osait imaginer que quelque chose de grave puisse s'y dérouler. Nous sommes pendant les vacances d'hiver. Adrienne Bach, une élève de seconde, vient de fêter ses 16 ans. C'était un vendredi soir, le 10 février, 5 jours après mon anniversaire. J'étais contente parce qu'on peut conduire à 16 ans dans le Connecticut et j'avais hâte de passer mon permis. Elle était heureuse et s'entendait bien avec sa famille. C'était une jeune fille assez naïve. Elle n'était pas du tout du genre à se faire remarquer et à fréquenter les ados rebelles. C'était une jeune fille sage, qui venait d'une famille conservatrice et très collémontée de Darien. Ce soir-là, elle s'était rendue à une fête qui avait été organisée après un match de basket. Mes parents étaient très stricts. Je devais être rentrée pour 23h30 et il était environ 23h25. Je devais me faire accompagner chez moi. Elle appelle son père pour le prévenir qu'elle aura du retard. Un sportif populaire de terminale lui propose de la raccompagner. Et il y avait une drôle d'ambiance pendant le trajet. J'essayais d'engager la conversation, mais il me répondait à peine et il regardait droit devant lui. On est arrivé dans ma rue et il n'a pas ralenti. Il m'a demandé si je voulais venir chez lui pour qu'on prenne de la drogue. Je lui ai dit non. Ramène-moi chez moi. On a dépassé ma maison. T'es allé trop loin. Arrête-toi, arrête-toi. Mais il a continué de rouler. Et il a emprunté une petite rue qui était à côté de chez moi. Une voie sans issue au milieu des bois. Puis il a coupé le contact, il a retiré les clés et il a verrouillé les portières. Tout s'est passé très vite. Il s'est mis sur moi, m'a immobilisé contre le siège avec ses jambes et il a essayé de m'embrasser. Quand j'ai essayé de le repousser, il a mis ses mains sur mon cou. J'essayais d'atteindre la poignée et de déverrouiller la portière, mais je ne voyais rien dans l'obscurité. Il m'a dit « Je peux employer la manière douce ou la manière forte. Si tu ne me laisses pas te faire l'amour, je te tue. » J'ai compris que c'était très grave. Ensuite, il m'a demandé d'aller sur la banquette arrière. Je commençais à obéir à ses ordres. À ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais promis à ma sœur de rester vierge. Comme si c'était de mon ressort. Et il était allongé sur moi
et il m'immobilisait. Je ne pouvais pas bouger. Il m'a retiré ma culotte de force. Et il a commencé à me violer brutalement. J'avais très mal. Je me suis mise à crier. Et il a de nouveau placé ses mains sur mon cou. Et m'a dit que si je continuais à faire du bruit, ça allait être encore pire. Quand je me suis rhabillée, je me souviens de lui avoir demandé pourquoi il m'avait fait ça. Pourquoi? Il m'a dit qu'il n'avait pas réussi à se contrôler. Le plus ironique, c'est que ma maison n'était qu'à un jet de pierre de là où on était. On était juste à côté de chez moi. Il s'est arrêté devant mon allée. Et il m'a répété au moins 3 fois que si j'en parlais à quelqu'un, il allait recommencer et me tuer. Dès que je suis descendue de la voiture et que j'ai fermé la portière, j'ai fondu en larmes. J'étais en pleurs. J'ai gardé ça à l'intérieur pendant tout ce temps et c'est sorti d'un coup. Quand mon père a ouvert la porte, il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Et il m'a demandé si j'allais bien, mais je suis entrée en trombe avant qu'il ait le temps de me regarder et j'ai couru à l'étage. J'étais enfin seule et j'ai senti la douleur m'envahir. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. J'étais accablée, complètement anéantie. J'étais une jeune fille innocente et vierge en partant de chez moi ce soir-là, mais j'étais maintenant devenue une victime. On m'avait violée. Ma vie ne serait plus jamais comme avant. La grande sœur d'Adrienne l'entend pleurer et entre dans sa chambre. J'étais allongée sur le sol, en pleurs, le visage contre terre. Je crois que je me balançais d'avant en arrière. Elle m'a demandé ce qui m'était arrivé. Adrienne confie à sa sœur qu'elle vient d'être victime d'un viol. Les 2 jeunes filles racontent l'agression à leurs parents. Et ils ont essayé de me convaincre d'aller à l'hôpital. Je ne voulais pas y aller. J'avais très peur. J'étais complètement terrorisée. Je me souviens d'avoir dit à ma mère, « Imagine qu'il soit en train de m'observer et qu'il me voit. » C'était une inquiétude réelle pour moi, une vraie crainte. Ce n'est que le lendemain qu'ils ont réussi à me convaincre de me soumettre à un examen médical. J'ai fini par accepter. Adrienne a été examinée par un gynécologue. C'était très difficile pour elle d'intégrer ce qui était en train de se passer. Elle était très réticente à l'idée de devoir se soumettre à un examen gynécologique. On est allé au commissariat tout de suite après être sorti de l'hôpital et on a dû y rester 4 ou 5 heures, peut-être plus. Adrienne rencontre Rebecca Ann Nathanson, un agent de la police de Darien, ainsi que son équipier. Adrienne Bach était dans une grande détresse émotionnelle. C'est sûrement la victime la plus fragile que j'ai rencontrée de toute ma carrière. Elle était en pleurs, complètement bouleversée. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle devait faire, ce qu'on attendait d'elle. Le lendemain de son agression, elle avait encore des marques sur le cou, ainsi que d'autres éraflures. On a pris la décision de ne pas photographier ses blessures, parce que ça risquait d'être la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Je me souviens qu'après avoir signé ma déclaration, les policiers ont insisté pour que je porte plainte. Mais j'avais très peur qu'ils la prennent. Quand j'ai quitté le commissariat, je n'avais pas l'intention de porter plainte. Trois jours après l'agression d'Adrienne Bach, l'agent Han et son équipier sont appelés aux urgences de l'hôpital de Stamford. Hilary Tollett, 17 ans, est dans une salle d'examen avec sa mère.
Hilary était une jeune fille qui habitait dans la ville voisine, Stamford. Elle menait une vie heureuse et elle était très sociable. Elle avait beaucoup d'amis. Elle s'était rendue à une fête à Darien. Hilary était sortie de la maison pour fumer une cigarette. Un jeune homme qui se trouvait dehors lui avait demandé si elle voulait monter dans sa voiture pour avoir moins froid, parce qu'on était en février. Elle avait accepté parce qu'il avait l'air gentil et ne semblait pas menaçant. Il a démarré sa voiture et a commencé à conduire sans lui demander sa permission. Non loin de là se trouvait le parking d'un country club qui était très isolé. Il a garé sa voiture dans ce parking. Il lui a sauté dessus. Il a mis ses mains autour de son cou et lui a demandé de se déshabiller, mais elle a refusé. Il l'a menacée et l'a poussée sur la banquette arrière. Elle a réussi à lui donner un coup de genou pour se défendre, puis il l'a violée. Il l'a menacée de la tuer si elle en parlait à quelqu'un. Hilary Tollett confie aux policiers qu'elle s'est fait violer par un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Après l'avoir agressée brutalement, il la ramène à la fête à laquelle il se trouvait plus tôt. Hilary affirme avoir immédiatement appelé sa mère qui l'a conduite à l'hôpital. Dès qu'une personne affirme avoir été victime d'un viol, on procède à un examen en utilisant ce qu'on appelle un kit d'urgence. Elle a tout de suite accepté qu'on prenne des photos de ses blessures. Elle était très en colère et elle était prête à tout pour qu'on coince ce type. Il s'agit du jeune homme avenant qui lui a proposé de monter dans sa voiture pour avoir moins froid. Un certain Alex Kelly. Quand elle a désigné Alex Kelly comme étant son violeur, on s'est tous regardés sans dire un mot. Alex Kelly est en terminale au lycée de Darien. Je décrirais Alex comme un jeune Américain typique, très propre sur lui, très souriant et très poli. Alex Kelly était un jeune sportif très talentueux. C'était la coqueluche du lycée. Tous les jeunes à qui j'en ai parlé l'admiraient beaucoup. Alex était un très bon lutteur, avec 11 victoires et aucune défaite à son actif. Il avait un avenir prometteur. Maintenant qu'il a été accusé de 2 viols en 3 jours, la police décide de l'interpeller sans plus attendre. Après le 2e viol, les policiers à qui j'ai parlé semblaient révoltés. Le chef de la police m'a appelé pour me prévenir de sa venue. Il voulait arrêter Alex pour viol. Il devait participer à un match de lutte. On l'a arrêté, on lui a passé les menottes et on l'a emmené au commissariat. Il était très sûr de lui. Il a tout de suite clamé son innocence. Il se comportait comme si les policiers l'enquiquinaient. Il nous a demandé si on allait le relâcher à temps pour qu'il participe à son match de lutte. Je me souviens que le chef de la police m'a annoncé qu'Alex Kelly avait violé une autre fille. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing. Si j'avais porté plainte contre lui au commissariat 3 jours plus tôt, ça ne serait jamais arrivé. C'est ce que j'ai pensé. C'était mon devoir de porter plainte. Alex Kelly est mis en examen pour les 2 viols. Il plaide non coupable. Joe et Melanie Kelly engagent Michael Sherman, un avocat ambitieux de Stamford, pour défendre leur fils. Alex clamait son innocence. Il disait avoir accompagné les 2 filles chez elle et avoir eu des relations sexuelles consensuelles avec elles. Rien de plus. C'était une petite ville et beaucoup de personnes avançaient que c'était juste un rencard qui avait un peu dégénéré. À l'époque, c'était une excuse répandue pour minimiser ce genre d'acte. Ce qu'il voulait dire par là, c'était que le jeune sportif avait sans doute un peu trop bu et qu'il était malheureusement allé un peu trop loin. Mais que les garçons restent des garçons et que la situation lui avait échappé. C'était un sentiment partagé par la plupart des amis d'Alex dans les années 80, dû à un manque d'éducation. Alex Kelly était très séduisant. Il était en couple avec une ravissante blonde.
Tout le monde les connaissait. Pourquoi aurait-il fait ça? Darian était sous le choc et refusait de croire que c'était vraiment arrivé. Toutes les mères rêvaient que leur fille sorte avec ce jeune homme. Quand il a fait l'objet de ces accusations, ça a divisé la ville en deux. À première vue, Alex Kelly semble être un garçon plein d'avenir. Mais ce n'est pas la première fois qu'il a des ennuis avec la justice. En 1983, quelques jours avant sa rentrée en classe de seconde, Alex s'est embarqué dans une série de délits qui a duré 9 mois. Il cambriolait des maisons du voisinage. C'était des familles aisées. Alors il volait des chanifies, des devises étrangères, de l'argenterie. Puis il se rendait en ville avec certains de ses amis, dans le quartier des Diamantaires. Et il revendait l'argenterie pour se faire de l'argent et acheter de la drogue avant de rentrer à Darien. Alex et sa bande sont arrêtés le 15 juin 1984. Il a été mis en examen pour vol et pour cambriolage. Ses parents engagent un avocat local qui a des relations. Le juge a réduit sa caution. Et ses parents lui ont évité la prison en dédommageant les personnes qu'il avait volées à hauteur de $100 000. C'était assez inhabituel. Il était censé purger une peine de 35 mois, mais il a été condamné à une peine de 2 mois dans un centre de détention juvénile. Ça a été un moment décisif pour lui. Il s'est dit que ses parents étaient prêts à tout pour le protéger. Son père, Joe Kelly, est un homme autoritaire qui a grandi dans une famille irlandaise pauvre. Il avait monté lui-même sa propre entreprise de plomberie en ville et en avait fait une affaire florissante. Il était très apprécié de ses clients. Dans les années 60, alors qu'il est âgé d'une vingtaine d'années, Joe Kelly épouse Mélanie Redsdorf. Elle est membre de la Junior League de Darien et dirige une agence de voyage locale. La famille de Mélanie était fortunée et Alex était le bénéficiaire d'un fonds fiduciaire de plus d'1 million $. Au printemps 1986, les accusations de viol et la condamnation d'Alex pour cambriolage sont étalées dans les journaux du Connecticut. Le cas d'Alex Kelly était du pain béni pour les médias. Un gosse de riche qui avait mal tourné, c'était très vendeur comme histoire. Alex se sentait mal à l'aise à Darien. On parlait de lui dans tous les journaux. Il s'était même fait agresser dans un restaurant. Sherman demande à la cour d'autoriser Alex à travailler dans le Colorado jusqu'à l'ouverture du procès l'année suivante. On pensait tous que c'était dans son intérêt de quitter la ville, pour éviter qu'il soit la cible de controverses. À l'automne, Alex emménage à Leadville, dans le Colorado, non loin d'Aspen. Il loue un appartement, décroche un emploi dans un fast-food local et passe la plupart de son temps libre sur les pistes de ski. Au même moment, dans le Connecticut, la bataille juridique autour de son procès s'intensifie. Le bureau du procureur a décidé de combiner les deux affaires. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ils voulaient mettre un terme au cauchemar de ces deux jeunes filles en leur permettant de raconter leur histoire et de tourner la page. Réunir ces deux affaires, c'était incontestablement un revers judiciaire. Sa famille avait le sentiment que c'était une décision injuste, qui allait sceller son destin, et ils ont vivement protesté. En 1987, un an après les accusations de viol de Adrienne Bach et Hilary Tollett à l'encontre d'Alex Kelly, Joe et Mélanie Kelly rejoignent leur fils dans le Colorado pour prendre des vacances. Le 12 février, Sherman rejoint les Kelly à Aspen pour discuter de la stratégie juridique à adopter. L'ouverture du procès approchait et j'ai répété à Alex à plusieurs reprises que ça n'allait pas être un procès équitable. Visiblement, ça l'effrayait beaucoup. Quelques jours avant le procès, Joe Kelly est rentré à Darien. Mélanie a serré son fils dans ses bras à l'aéroport avant de prendre son avion. Il a dit qu'il allait faire ses valises, dire au revoir à ses amis et prendre un autre avion. Joe et Mélanie Kelly rejoignent Sherman au tribunal de Stamford le 18 février pour la sélection du jury. Tout le monde était présent dans la salle d'audience. Le procureur s'apprêtait à commencer la sélection du jury, mais Alex manquait à l'appel.
Ils ont attendu, mais il ne s'est pas présenté. Quelqu'un a fini par demander où il était. Il était parti. Il était parti. Personne ne savait où il était. De quoi était-il capable? Je n'en savais rien. Alex Kelly avait disparu sans laisser de traces. Tous les journaux parlaient de sa disparition. Mélanie et Joe affirmaient qu'ils ne savaient pas où il était, qu'il n'était pas impliqué, et ils voulaient qu'on les laisse tranquilles. Je leur ai dit que c'était dans son intérêt de se rendre et qu'il risquait d'autres chefs d'inculpation à la fois dans le Connecticut et au niveau fédéral. Et maintenant? Et maintenant? Ça faisait 6 mois que je me préparais à ce moment, que j'attendais cette occasion de pouvoir me confronter à mon violeur et de raconter à tout le monde ce qu'il m'avait fait subir. Et voilà qu'il avait disparu. La police de Darien passe à l'action sans plus attendre et commence par interroger la compagnie aérienne. Il avait voyagé avec Continental Airlines, mais la compagnie avait égaré les enregistrements de cette journée suite à un problème informatique. Il était introuvable. Mais c'était un gamin de 19 ans qui venait de Darien, dans le Connecticut. Il y avait de fortes chances qu'il soit encore aux États-Unis. Les autorités interrogent son employeur dans le Colorado qui les informe qu'Alex a perçu son dernier salaire. Ils préviennent le Service national de renseignement criminel au cas où il serait arrêté dans une autre juridiction. Le FBI a rejoint l'enquête en 1987 suite à l'émission d'un mandat d'arrêt au niveau fédéral. Cette affaire faisait l'objet d'une importante couverture médiatique. Après la disparition d'Alex, c'est devenu une affaire nationale. Combien de temps ça allait durer? 1 mois? 2 mois? Je n'en avais aucune idée. On cherchait à savoir où il pouvait bien être et comment on pouvait mettre la main sur lui. À chaque fois qu'il se rendait chez les Kelly pour les interroger, il se heurtait à un mur. Sa famille affirmait qu'il n'avait pas la moindre nouvelle de lui. Laissez-nous tranquilles. C'était leur réponse. La famille d'Adrienne continuait à faire pression sur les enquêteurs pour qu'ils le retrouvent. Elle voulait que le procès ait lieu. Au bout de quelques semaines, le gouverneur a offert une récompense de 20 000 $ pour toute information permettant de le retrouver. On se disait qu'il allait bien finir par commettre une erreur et se faire arrêter quelque part. On allait mettre la main sur lui. C'était juste une question de temps. 4 ans plus tard, Alex Kelly est toujours en fuite. Je ne savais pas où il était, ni s'il comptait toujours se venger. J'avais toujours cette crainte. Il m'avait ordonné de me taire, mais je l'avais dit à tout le monde. Ces 2 jeunes filles qui avaient été agressées vivaient dans la crainte. Il était en liberté et il pouvait revenir à Darien à tout moment pour essayer de les faire taire. Partout où j'allais, je traînais cette peur avec moi, comme un boulet. À ma remise de diplôme à l'université, j'ai été épuisée par cette menace qui planait au-dessus de ma tête. Les années passent et les autorités continuent à rechercher Alex Kelly. En 1994, le FBI met un nouvel agent sur l'affaire, Ralph DiFonso. Une unité spéciale a été mise en place dans le Connecticut pour enquêter sur les suspects qui étaient toujours en fuite. Et Alex Kelly figurait en haut de la liste. Le FBI et la famille d'Adrienne ont commencé à suspecter qu'il devait bénéficier de l'aide de quelqu'un. Il était trop jeune pour pouvoir organiser sa fuite tout seul. En mai, plus de 8 ans après les faits, Ralph DiFonso décide d'augmenter la pression sur la famille Kelly. On voulait les secouer un peu.
Quelqu'un devait lui fournir de l'argent. Et sa mère, qui travaillait dans une agence de voyage, l'aidait probablement. Le FBI a obtenu l'autorisation de perquisitionner le domicile des Kelly. Ils se sont présentés chez eux à 5 heures du matin avec toute une équipe. Ils ont découvert des relevés indiquant que les Kelly lui avaient transféré de l'argent. C'était ahurissant. On était chez eux depuis moins d'1 heure quand un des agents m'a dit « Regarde ce qu'on a trouvé dans un sac à main ». Dans le sac à main de Mélanie, ils ont trouvé une enveloppe qu'elle n'avait pas eu le temps de poster. Elle était adressée à Elizabeth Jansson, en Suède. Ils ont lu la lettre qu'elle contenait et en ont déduit que c'était sa petite amie, en Suède, et qu'Alex vivait probablement là-bas avec elle. Ils savaient maintenant où le trouver. Ils ont contacté les autorités suédoises pour qu'elles appréhendent Alex. Quand la police arrive au domicile d'Elizabeth, situé sur une île isolée au large des côtes suédoises, Alex Kelly n'y est plus. Il n'était plus là à leur arrivée, il était parti. Elizabeth raconte aux policiers qu'elle n'a pas vu Alex depuis plus d'1 mois. Ils ont décidé de faire une pause dans leur relation. Alex semble avoir une longueur d'avance sur les autorités. Aurait-il été prévenu? Ça semblait incroyable qu'un ado d'une banlieue aisée puisse échapper au FBI et à Interpol pendant 8 ans. Jason Bourne, d'accord, mais pas quelqu'un de Darien. Au cours de la perquisition au domicile des Kelly, le FBI découvre des documents qui pourraient les aider à retrouver Alex Kelly. Ses parents ne pouvaient plus lui envoyer d'argent. Ils risquaient également d'être poursuivis pour complicité, parce qu'ils avaient aidé Alex à échapper à son procès. En examinant les indices à leur disposition, les enquêteurs découvrent que le jeune homme du Connecticut a voyagé aux 4 coins du monde et s'est rendu dans 15 pays différents en 8 ans. Ses endroits préférés étaient les lieux de villégiature des plus fortunés. Il aimait les stations de ski d'Europe et y séjournait pendant des mois. C'était un jeune playboy qui voyageait et profitait de la vie. Des photographies trouvées au domicile des Kelly indiquent que ses parents l'ont rejoint au moins une fois à l'occasion de vacances au sport d'hiver. Vers 1990, Alex rencontre Elizabeth Jansson, une jeune Suédoise de 28 ans, originaire de Klädesholmen. Ils se sont rencontrés dans une station de ski. Ils sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre et il a emménagé avec elle dans sa petite ville de Suède. Ça semblait inconcevable qu'il puisse voyager partout en Europe, traverser les frontières et que ses parents puissent le rejoindre pour passer des vacances avec lui, sans que la police de Darien ne parvienne à mettre la main sur lui, et ce, malgré l'aide du FBI. Six mois après la perquisition du FBI au domicile de ses parents, Alex Kelly, maintenant âgé de 27 ans, prend une décision inattendue. Il se livre à la police de Zurich, en Suisse. Ses parents ne pouvaient plus financer son mode de vie. Il était sur le point de tomber à court d'argent. Son petit manège était terminé. Il s'est envolé pour le Connecticut avec les menottes au poignet. Quand Alex est sorti de l'avion, on avait l'impression que le temps n'avait pas eu d'emprise sur lui. Tout le monde avait vieilli et s'était un peu empâté. Mais lui n'avait pas changé d'un pouce. Il semblait tout droit sorti d'un catalogue Ralph Lauren. C'était assez théâtral. Il y avait beaucoup de journalistes et il semblait hébété. Il était parti en vacances pendant 8 ans, sans que justice ne soit rendue pour ses victimes. Ces 2 jeunes filles avaient 16 et 17 ans au moment des faits. Hilary et Adrienne voulaient que justice soit faite et que leurs violeurs soient poursuivis. Une fois de plus, Alex Kelly plaide non coupable pour les 2 viols dont il est accusé. Entouré des 2 parents d'Alex, son nouvel avocat, un juriste réputé de New York du nom de Thomas Puccio, déclare à la presse que les 2 jeunes femmes, maintenant âgées d'une vingtaine d'années, ne disent pas la vérité. Il proclame l'innocence de son client.
I'm not going to try the case. Yes, they are. I'm not going to try the case right here, but I think you'll see when these allegations are scrutinized under cross-examination that they'll fly away. J'avais attendu pendant 10 ans, et toute mon existence s'était construite autour de ce viol. Mais il prétendait qu'il ne s'était rien passé. Les autorités envisagent dans un premier temps de poursuivre Joe et Melanie Kelly pour recel de malfaiteurs. Ils étaient allés trop loin en aidant leur fils à s'enfuir et en lui faisant parvenir de l'argent pendant sa cavale. Ils n'ont pas été mis en examen pour recel de malfaiteurs et complicité après les faits. Ils ne trouvaient pas souhaitable de poursuivre des parents pour avoir essayé d'aider leur enfant. C'était purement stratégique. C'était pour éviter d'influencer l'opinion publique. Il ne voulait pas que les gens éprouvent de la compassion envers sa famille, ce qui aurait pu déteindre sur la question de sa culpabilité. À la surprise générale, Alex est libéré sous caution. Étonnamment, il a été placé sous la garde de ses parents. Ils étaient chargés de le surveiller. Ça semblait improbable après une si longue cavale. On se demandait s'il allait rester dans les parages ou si on allait l'empêcher de s'enfuir. Qu'allait-il se passer? Le procès d'Alex Kelly s'ouvre le 15 octobre 1996. La défense décroche une victoire importante. Alex aura droit à 2 procès devant 2 jurys différents. Chaque jury n'entendra aucune information sur l'autre affaire. Hilary et Adrienne étaient fin prêtes pour le procès. Elle voulait en finir. L'affaire Adrienne Bach est jugée en premier. Il n'y a aucune preuve matérielle contre Alex. C'est la parole d'Adrienne contre la sienne. Alex Kelly continue d'affirmer qu'il n'a violé ni Adrienne Bach, ni Hilary Tollett. I did not rape anyone. I did not commit these crimes. No. La première chose que je me suis dite en entendant sa réponse à cette question, c'est qu'il mentait très mal. Alex Kelly plaide non coupable. I know that they're gonna find me innocent, because I am. Le premier jour du procès, Adrienne Bach témoigne à la barre. J'étais fin prête à ce moment-là. Je n'avais plus peur de lui. Ce que je craignais le plus, c'est qu'on ne me croie pas. C'était sa parole contre la mienne. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. Il ne m'a pas regardé une seule fois pendant tout le temps où j'étais à la barre. Pas une seule fois. Elle a raconté qu'il l'avait étranglée, qu'il l'avait maintenue de force, qu'elle ne pouvait pas bouger et qu'elle craignait pour sa vie, puis qu'il avait abaissé la banquette arrière et qu'il l'avait violée. C'est très difficile, face à des centaines de personnes, de raconter en n'omettant aucun détail ce que quelqu'un vous a fait subir au moment où vous étiez le plus vulnérable. C'est terrifiant. Thomas Puccio, l'avocat de la défense, remet en question la véracité de son témoignage. Il lui a demandé si Alex avait ses mains autour de son cou en permanence, et elle a répondu que oui. Il lui a dit « S'il vous a grippé de manière à vous immobiliser, alors comment a-t-il fait pour abaisser la banquette ?» Puis il a montré qu'il fallait utiliser ses 2 mains pour le faire. Il insinuait qu'elle avait menti. Le 8 novembre 1996, le jury entame les délibérations. Au bout de 3 jours, le jury transmet une note au juge. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un verdict. Le juge prononce un non-lieu. J'avais échoué. Ma pire crainte s'était réalisée. Certains jurés ne m'avaient pas cru. J'étais anéantie. Je n'arrêtais pas de me dire que je ne pouvais pas revivre ça. C'était au-dessus de mes forces. Le nouveau procès s'ouvre 6 mois plus tard.
Adrienne connaissait les questions que Puccio allait lui poser lors du contre-interrogatoire. Elle savait qu'il allait se focaliser à nouveau sur cette histoire de banquette arrière rabattue. Je crois qu'à un moment, il a dit quelque chose du genre « Pendant votre rapport sexuel avec Alex Kelly sur la banquette arrière, je l'ai interrompu pour lui dire « Votre client m'a violée. Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose du tout. » Je ne voulais laisser planer aucun doute sur ce qui s'était passé. Cette fois-ci, il ne faudra que quelques heures au jury pour rendre son verdict. Quand j'ai entendu « coupable », je me suis sentie soulagée. On me croyait enfin. Je pense qu'Alex s'attendait à ce que ce soit encore un non-lieu, parce qu'il avait l'air très étonné. Le fait qu'il soit jugé coupable m'a beaucoup aidée. J'ai eu le sentiment que justice avait été rendue et qu'il allait payer pour ce qu'il m'avait fait. C'est Hilary qui avait fait le plus difficile ce soir-là après son viol en 1986, et maintenant, c'était à mon tour. Et j'ai enfin réussi à faire ma part. Alex Kelly est condamné à la peine maximale. 20 ans d'emprisonnement dans une prison d'État. Not tonight, for the first time in a long time. Adrienne Back has been vindicated in every sense of the word. En décembre 1998, Alex Kelly ne conteste pas les charges qui pèsent sur lui pour le viol d'Hilary Tollett. Il est condamné à une peine de 10 ans qui vient s'ajouter à celle qu'il purge déjà pour le viol d'Adrienne Back. Il a fallu attendre 11 ans avant qu'il soit traduit en justice. Ça a été une période éprouvante pour elle. Et très peu de gens auraient eu le courage d'aller jusqu'au bout comme elle l'a fait. Le 3 mars 2005, Alex Kelly plaide sa cause devant une commission afin de bénéficier d'une libération conditionnelle. I am not a risk to society anymore. I've been very motivated throughout my incarceration to do everything I can to change myself. I take full responsibility for the things I have done. I just want people that I have victimized, and I know I'm not supposed to look at them, but I want them to know that I am sorry. And I honestly mean that. For many years, upon your incarceration, you denied this offense. Well, I denied it to other people, but I always accepted it to myself. And I have tried to show that I am sorry. Hilary Tollett est ensuite entendue par la commission. For 19 years, Adrienne and I have been trying to get justice for the brutal rapes this man committed against us. That mere words will certainly fail to convey the pain he's caused. I was a child. This absolutely brutal, surreal experience has followed me for more than half of my life. I do not believe that being in prison for less time than he was vacationing in Europe is sufficient enough punishment. Please allow Adrienne and I to have the justice we deserve by having him finish his sentence. Après avoir entendu les deux parties, la commission rend sa décision. Mr. Kelly, by unanimous vote, the board has voted to deny your application for parole and set no new hearing date. You say, so there's no more parole hearings? There's no more parole consideration. There'll be no new hearing date set. I would like to say something real fast. Mr. Kelly, this hearing is concluded. Thank you. Why did we come here? This was a waste of Mr. time. Kelly, this hearing has been concluded. En 2007, Alex Kelly est libéré après avoir passé 10 ans en prison. Il vit et travaille maintenant dans le Connecticut. Il est libre depuis presque 10 ans et il peut aller et venir à sa guise. Mais il est maintenant enregistré comme délinquant sexuel jusqu'à la fin de ses jours. C'est un violeur en série même. Un dangereux violeur au physique avantageux qui a grandi dans une famille aisée du Connecticut. Et il m'a fallu plus de 15 ans, presque 20 ans, avant de réussir à me pardonner à moi-même. Me pardonner d'être montée dans sa voiture, me pardonner de ne pas avoir immédiatement signalé mon viol, me pardonner de m'être sentie responsable de ce qui m'était arrivé et surtout, me pardonner pour ce qui est arrivé à Hilary. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à vraiment tourner la page.
quand j'ai réussi à me pardonner pour ce qui lui était arrivé. Hilary Tollett a quitté le Connecticut et est maintenant maman d'une adolescente. Elle ne s'est pas exprimée publiquement sur cette affaire depuis plus de 10 ans. Le viol est un crime extrêmement violent. Ce n'est pas un crime passionnel. On n'a rien à se reprocher. Ça n'est pas lié aux décisions que nous avons prises ce soir-là. Ce n'était pas de ma faute. Et ça ne sera pas de votre faute si jamais ça vous arrive. Il n'y a aucune honte à avoir. Moins les femmes auront honte, plus elles oseront en parler. Et j'aurais peut-être joué un rôle.